Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. On commence par les titres de ce journal. L'ancien président Barack Obama n'a apporté soutien à aucun candidat démocrate, mais avec cette annonce télévisée, M. Bloomberg sous-entend que M. Obama lui a apporté sa bénédiction. Pour tenter de remporter l'investiture démocrate dans la course à la Maison-Blanche cette année, Bloomberg inonde des médias américains d'une campagne publicitaire sans précédent. Il a diffusé plus d'annonces publicitaires que plusieurs candidats aux élections générales et à l'ensemble du processus depuis 2016. L'ancien maire de New York est parmi les hommes les plus riches du monde. Il a dépensé jusqu'à présent plus de 300 millions de dollars en publicité. Et il prévoit dépenser 300 millions de plus avant la Super Tuesday prévue le mardi 3 mars. Cela représente moins d'1% de sa fortune globale estimée à quelques 60 milliards de dollars. Vous ne pouvez pas ignorer ce type de pouvoir d'achat. De notre côté, Bloomberg a produit 185 annonces publicitaires tout aussi variées sur des sujets allant des armes à feu à comment manger une pizza. Avec tes doigts aussi. J'ai regardé ces publicités. Ce sont des bonnes pubs, comme il y a d'autres candidats qui ont des tonnes d'argent et les dépensent bêtement. Ils ne semblent pas dépenser bêtement, plutôt ils dépensent intelligemment. Le boom publicitaire de Bloomberg l'a propulsé à la 3e place dans la moyenne de sondage Real Clear Politics des candidats démocrates. Il inonde la télévision, la radio et les médias sociaux de publicité et de recommandations. Cependant, il n'a jamais attaqué les démocrates. Il ne cible que le président Donald Trump avec des dizaines de vidéos soigneusement produites, utilisant souvent les propres mots du président pour le critiquer. Bloomberg promet de poursuivre sa campagne contre Donald Trump, même s'il ne remporte pas la nomination du Parti démocrate pour la présidentielle cette année. Osita Chukwu, un commerçant d'Abuja, a commencé à vendre des meubles et des générateurs il y a plus de 20 ans. Il importe la plupart de ses marchandises de Chine et s'y rend plusieurs fois par an pour conclure des marchés et acheter des produits auprès de fabricants chinois. Mais en ce moment, l'épidémie de coronavirus affecte les affaires et Osita craint d'être bientôt en rupture de stock. Pour l'instant, les marchandises ne viennent pas et cela affecte beaucoup les affaires. Nous avons dû augmenter les prix sur les marchandises dont nous disposons sur le terrain en ce moment. Dans ce marché d'Abuja, surnommé le centre du quartier, il y a beaucoup d'autres commerçants dans la même situation que Chukwu. Le Nigeria et la Chine sont de grands partenaires commerciaux. En 2008, le Nigeria a importé environ 7 milliards de dollars de marchandises de Chine. Selon l'économiste Emeka Okwengu, l'impact du virus corona sur les échanges commerciaux entre le Nigeria et la Chine devrait être temporaire. Cela pourrait avoir un certain impact car il y a des marchés qui doivent être conclus face à face. Ces marchés-là risquent de ne pas se concrétiser, en particulier dans certaines régions de la Chine. Mais cela ne devait pas freiner le commerce international et l'impact ne va pas être durable. La Chine représente 15% du PIB mondial et de nombreuses économies dont le Nigeria en dépendent. Tant que le virus ne sera pas contenu, les commerçants comme Osita auront du mal à faire des affaires, à moins qu'ils ne trouvent des alternatives. Une nuée de criquets virevoltants s'élève du sommet des arbres de karité, des champs de pois et des hautes herbes de la savane du nord de l'Ouganda pour aller causer de nouveaux ravages. Au réveil, le constat est dramatique dans le village d'Oringo-Olietch. Le champ est pratiquement décimé. Il n'y a plus de feuilles sur le manioc. Idem pour le pois. Même les fruits que je comptais cueillir sont tous tombés. Environ 2000 militaires ougandais partent chasser cet ennemi déroutant qui s'est abattu dans une vingtaine de régions du pays. Mais la tâche n'est pas aisée car les criquets peuvent résister.
On tente d'avoir le support aérien pour les pulvériser, parce qu'en ce qui nous concerne, nous les pulvérisons au sol. Mais quand les criquets s'envolent jusqu'au sommet des arbres, nous ne pouvons pas les atteindre. Les soldats travaillent d'arrache-pied, mais les déplacements de criquets sont imprévisibles. Ils dévorent toute l'herbe dont j'ai besoin pour mes animaux. Le gouvernement ougandais reconnaît que le principal danger vient des œufs qui n'ont pas éclos, alors qu'une nouvelle vague migratoire de criquets pourrait poser de nouveaux problèmes dans les semaines à venir. Pour l'heure, toutefois, Kampala veut gérer la situation actuelle. Dans les montagnes du Lesotho, une révolution verte se prépare. En effet, la marijuana, qui n'est pas nouvelle dans les habitudes, a toujours été utilisée depuis des siècles pour la médecine et les loisirs. En 2017, le pays est devenu le premier en Afrique à autoriser les producteurs de cannabis médical. Depuis, l'industrie s'est développée et a rapporté des millions de dollars d'investisseurs étrangers à des entreprises locales comme MDLF, qui a construit une installation de 23 millions de dollars avec 380 employés. Je suis certain que ce sera une entreprise rentable, même si pour le moment c'est assez compliqué. Il y a de l'agriculture ensuite, la pharmacie et vous devez fabriquer vos produits. Sans oublier que c'est un stupéfiant que vous devez exporter à travers les frontières. Ce n'est donc pas une mince affaire. Les études médicales commencent à peine à examiner l'efficacité du composé non psychoactif du cannabis, le cannabidiol ou le CBD. Les produits à base de CBD de MDLF, l'un des principaux producteurs du Lesotho, prétendent traiter des maladies chroniques telles que l'anxiété, l'arthrite, l'épilepsie et divers types de douleurs. Le ministre des Finances du Lesotho affirme que son pays se distingue grâce à cette industrie. Nous ne voulons pas exporter de bouteilles d'huile brute, nous voulons exporter des produits pharmaceutiques. Et donc, nous voulons voir autant que possible, pour chaque investissement, la transformation de ce produit jusqu'à ce qu'il soit un produit pharmaceutique. Avant de commencer à travailler chez MDLF, Manfo Toulo cultivait de la marijuana illégale à la maison. Medigrow a changé ma vie parce que j'ai de l'argent pour payer les frais de scolarité de mes enfants et acheter d'autres choses pour ma maison. J'ai une vie décente désormais. Il est encore tôt pour dire si la recherche médicale absorbera pleinement les produits à base de cannabis ou si ce petit pays peut tenir face aux défis de cette industrie mondiale en pleine croissance. En attendant, le PDG de MDLF dit qu'il profite du produit qu'il vend pour se détendre et profiter des moments agréables. Bonsoir John et bonsoir à tous. Le champion de Formule 1, Lewis Hamilton, et la superstar du football Lionel Messi ont partagé le prix Laureus du sportif de l'année à Berlin. Hamilton, 35 ans, 6 fois champion du monde, et Messi, 32 ans, star de Barcelone, ont été désignés co-vainqueurs pour leur réalisation en 2019. C'est la première fois qu'un footballeur remporte le prix et aussi la première fois en 20 ans d'histoire de l'événement que le jury a pris une décision à égalité. L'Afrique du Sud, qui a remporté la Coupe du monde de rugby, a été désignée équipe de l'année, battant Liverpool de Jürgen Klopp et l'équipe féminine américaine de football. Lewis Hamilton a appelé à la diversité dans sa discipline. J'ai grandi dans un sport qui a vraiment donné un sens à ma vie. Je suis tellement reconnaissant pour ce qu'il m'a apporté. Mais j'ai grandi dans un sport qui a très peu ou pas de diversité. Et je pense que c'est un problème auquel nous sommes continuellement confrontés. Je pense qu'il est de notre responsabilité d'utiliser notre plateforme pour cela, vraiment pour pousser l'égalité des sexes, pour l'inclusion et s'assurer que nous sommes engagés et essayer de représenter ce que le monde est aujourd'hui. En football, suite des huitièmes de finale de la Ligue des Champions tout à l'heure à 20h temps universel, Tottenham affronte le RB Leipzig. Cette rencontre promet des étincelles à Londres, d'autant que les Spurs ont gagné leurs 3 derniers matchs. Mais la blessure à un bras dimanche de Son Heung-min prive les Anglais d'un deuxième buteur après Harry Kane. Le club allemand dispute, lui, son premier huitième de finale. Autre club novice, l'Atalanta Bergame, qui défie Valence dans l'affiche la plus ouverte des huitièmes. C'est tout pour les sports. On se retrouve demain. Mankpo, c'est ainsi que l'on nomme en langue fon la récade. En forme de crosse ou de hache, elle est l'un des 7 symboles du pouvoir royal béninois. Aujourd'hui visible des Béninois, ces récades et ces sabres matérialisent le retour au pays
des œuvres du patrimoine béninois issues de collections occidentales. Ces œuvres qui sont récemment venues donc le 17 janvier dernier, et symboliquement, historiquement, c'est un geste très fort puisque désormais nous mettons à la disposition, et ce gratuitement, donc à la disposition du public, un certain nombre d'œuvres qui racontent l'histoire du royaume du Dahomey. Pour moi, les recades, c'est d'une importance capitale. Déjà, ça nous permet de connaître nos racines, les racines du Bénin, pour ne pas dire de l'Afrique en général. Si certains Béninois se réjouissent de pouvoir enfin découvrir les vestiges de leur histoire, pour d'autres, cela reste insuffisant. Moi, j'aurais voulu que la prochaine fois, qu'on nous ramène tout ce qui nous appartient et qui sont logés dans les musées français. Nous avons besoin de ces choses-là dans nos musées aussi, afin de les renforcer, afin que notre histoire ne soit pas juste verbale, mais qu'il y ait également des choses qui soutiennent réellement cette histoire très riche que nous avons au Dahomey. Suite au rapport du Sénégalais Fenouil Sarr et de la Française Bénédicte Savoie sur la restitution du patrimoine africain, les Béninois espèrent maintenant un retour définitif de leur héritage. Pour Yves-Patrick Loco, cette restitution privée constitue déjà un premier pas important. C'est à espérer, qu'au niveau national, que les objets du Bénin qui se retrouvent encore de l'autre côté de la métropole reviennent au Bénin. 128 récades anciennes et contemporaines, sculptures et objets de culte sont à cette date conservés et exposés au petit musée de la Récade. La restitution par la France de 26 statuettes du royaume d'Abomey est annoncée courant 2020 ou début 2021. Le festival de l'Aïr, considéré comme l'un des rassemblements les plus importants pour célébrer la culture du peuple touareg, a lieu depuis 2001. Comme lors de chaque édition, la culture touareg, ses femmes, ses hommes, sa musique, sa danse, sans oublier la beauté de la région, sont célébrés en grande pompe. Chiriet, c'est le point de jonction des dunes du Ténéré et le massif de l'Aïr. Vous voyez ce que ça donne comme paysage. Un paysage unique en son genre. La région de l'Aïr, avec ses oasis, ses montagnes et ses dunes de sable, est une destination pour de nombreux touristes occidentaux, mais aussi pour les pays voisins. Il n'y a pas de doute que le Niger quand même va chercher dans ses valeurs ancestrales, comme je l'ai dit, pour maintenir une dynamique de développement de paix qui est aussi une dynamique de développement du tourisme. Depuis la prolifération des groupes armés et extrémistes dans la région du Sahel, le nombre de touristes a diminué, mais le festival reste une aubaine financière pour la région. Dans le Niger, on peut voyager avec le maximum de sécurité quand les journaux, les télévisions vont dire qu'il n'y a pas la sécurité. Non, c'est faux. Nous voudrions que nos touristes, qu'ils soient nationaux, qu'ils soient de l'extérieur, n'oublient pas qu'il y a ces espaces qui les attendent encore. Nous sommes de passage, mais nous avons le devoir de les conserver intacts. Malgré les menaces sécuritaires dans toute la région du Sahel en Afrique de l'Ouest, les organisateurs du festival restent confiants et veulent promouvoir la culture touareg au-delà des frontières du Niger. À présent, parlons d'une reconversion, celle de Youssef Kamara, ancien chef du gang Giverdam Gaza de la Sierra Leone dans les bidonvilles de Freetown. Le gang, connu localement sous le nom de Click, a choisi ce nom parce qu'il se soucie des rues et veulent que les choses changent. Gaza fait référence à l'enclave palestinienne au Moyen-Orient, une bande de chaos, de conflits et de luttes constantes comme dans les bidonvilles de la capitale de la Sierra Leone. Après avoir quitté le gang il y a 3 ans, Kamara, 27 ans, espère maintenant que son parcours de poète reconnu pour servir d'exemple à d'autres jeunes rebelles de Freetown. Kamara a été publié dans plusieurs magazines de poésie internationaux et a été invité l'année dernière à participer à la conférence des écrivains africains au Kenya. C'est un revirement spectaculaire pour quelqu'un qui a passé la majorité de sa vie à la tête de Giverdam Gaza, un gang de plusieurs dizaines de membres qu'il a fondé à l'adolescence sur les Odus Land de Freetown. Aujourd'hui, les jeunes dépossédés apprennent à tourner et à monter des documentaires et des clips musicaux. D'autres affichent leurs compétences en écriture,
chantent ou s'initient à la production. L'enregistrement de musique. C'est la fin de ce journal. Merci à tous ceux qui l'ont préparé et à vous de l'avoir suivi. Demain est un autre jour. D'ici là, je vous souhaite de passer une excellente soirée.